Bonjour Omar Youssef Souleymane. Bonjour. Vous êtes impatient de parler et nous on est impatient de vous entendre. Question d'abord, est-ce qu'on célèbre l'anniversaire encore avec ferveur partout en Syrie, l'anniversaire de la chute et du départ de Bachar al-Assad? Oui, ce qu'il est difficile aujourd'hui, c'est que en Syrie, il n'y a pas une seule population, mais on en a plusieurs. C'est-à-dire on est entre les minorités qui font environ 30% de la population et la majorité sunnite. Non, en fait, pas du tout la chute du régime de Bachar al-Assad partout en Syrie. Parce que ce qui est dur, c'est qu'on est fou de joie de départ de Bachar al-Assad, mais aussi on est vraiment triste de nouveaux pouvoirs pour deux raisons. La première, c'est que la violation est encore présente en Syrie. Il y a qu'au mois de octobre dernier, on a 33, pardon, c'est en novembre, 33 personnes qui ont été tuées parce qu'alaouites, partout dans le pays, selon l'Observatoire des droits de l'homme en Syrie. Et deuxième raison, c'est que la justice n'a pas encore sa place. Oui, moi, je trouve que c'est dur. C'est-à-dire, le peuple syrien, ou les Syriens en général, ont besoin de justice. Ils ont besoin de faire vraiment le deuil des gens qui ont été tués pendant cette guerre atroce par des criminels de guerre appartenaient à l'ancien régime. Or, ces criminels, ils sont toujours en Syrie. Même certains, ils travaillent avec le nouveau régime. Moi, je trouve que c'est le plus dur. Vous avez pu revenir en Syrie, Ouais. vous le racontez d'ailleurs dans votre dernier livre, que vous étiez venu présenter ici, on recommande toujours votre livre. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce que vous aviez retenu, ce qui vous avez pu, ce qui vous avait frappé à l'époque? On s'est rentré le mois de janvier, c'est-à-dire un mois après, la chute de Bachar al-Assad. 13 ans après mon absence, parce que je ne pouvais pas rentrer, bien sûr, j'étais recherché par l'ancien régime dictatorial. Je suis resté 2 semaines, une semaine à Damas et une semaine à Homs. Homs, c'est la ville de ma mère. Ce qui m'a frappé, c'est premièrement la situation économique. La Syrie est écrasée. Vous imaginez, par exemple, $1, c'est 10 000 livres syriens aujourd'hui, syriennes. Et deuxième chose, c'est la censure. La censure appliquée sur la liberté individuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est depuis le mois de janvier, je l'ai constaté, une femme non voilée peut vivre en danger. Vous voyez, dans certaines villes, dans certains quartiers, surtout à Homs, à Idlib par exemple. Donc Homs, c'est effectivement sur l'axe Damas-Alep, et puis Idlib, c'est la ville tout au nord. C'est la ville la plus conservatrice. Et qui était frontalière de la Turquie, voilà. Et qui a été le fief du nouveau pouvoir, avant que Ahmed al-Shara prenne le pouvoir. Tout à fait. Voilà, c'est la liberté individuelle qui est tellement attaquée par la censure islamiste, et ce n'est pas étonnant. Vous voyez, Ahmed al-Shara aussi, le nouveau président, c'est un ancien chef de la branche d'Al-Qaïda, puis HTC, etc. Troisième chose, c'est la violation sur les minorités. Par exemple, quand je suis rentré, surtout à Homs, j'ai interviewé plusieurs personnes, j'étais dans un reportage pour le journal Le Point. Il y avait pas mal des Alaouites qui étaient expulsés de leur propre maison. Tous les jours, des Alaouites enlevés, tués, des femmes. C'était avant les massacres sur la côte, parce qu'après, le mois de mars, on avait des massacres contre les Alaouites. C'est au printemps, effectivement, qu'il y a eu des massacres d'Alaouites qui ont été condamnés par le pouvoir, d'ailleurs. Qui étaient condamnés par le pouvoir, or les responsables ne sont toujours pas jugés. Que dit votre famille aujourd'hui, celle encore sur place, de la situation actuelle? Ils sont heureux. Ils sont heureux. Vous savez pourquoi? C'est pas facile de parler de sa propre famille. Vous voyez, quand on est heureux en Syrie, pas seulement parce que le régime de Bachar al-Assad est parti, parce que Bachar al-Assad est parti, mais parce que le nouveau président est sunnite. C'est pour ça, en fait, j'ai commencé cette discussion par dire qu'on a plusieurs populations. Pendant qu'aujourd'hui, dans les quartiers sunnites de Homs, il y a des grands rassemblements, et tant mieux, ils sont heureux de la libération. On est tous heureux de départ de Bachar al-Assad, ça, c'est pas négociable quand même. On est heureux, en particulier si on est sunnite.
Malheureusement. En même temps, parce que Homs, c'est particulier. Homs, il y a la moitié, c'est des Alaouites. Dans les quartiers Alaouites, aujourd'hui, ils n'osent même pas sortir de leur maison. Ils ont peur. Mais c'est horrible. Moi, c'est ça. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Parce que moi, je voudrais... Les principes de la révolution syrienne, ce n'était pas la chute de Bachar al-Assad lui-même en tant que personne. C'était l'application de la justice. C'était la révolte de Deraa au début en 2011, c'était contre Bachar. Absolument. Et moi, j'ai sacrifié ma vie pour que Bachar al-Assad soit parti. Mais Bachar al-Assad, on bénéficie de quoi? C'est quoi l'intérêt si Bachar al-Assad part et il est remplacé par une nouvelle dictature, ou il est remplacé par un régime islamiste, ou il est remplacé par un pouvoir qui censure la liberté des gens? Les principes de la révolution syrienne, c'était vivre librement dans son propre pays, se sentir qu'on est des citoyens appartenant à un pays, appartenant à une nation qui s'appelle la nation syrienne, et pas à une communauté religieuse. Moi, c'est pour ça, en fait, je dis toujours que le régime de Bachar al-Assad est parti, mais son régime est toujours sur place, malheureusement. La Syrie s'est libérée d'Assad, mais il est vraiment très loin d'être un pays libre. Ce qui est resté sur place, finalement, c'est le pire de Bachar al-Assad, c'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est-à-dire peut-être pas le pire, mais en tous les cas, tout ce qui est l'appareil répressif et dictatorial. Pour le reste, le baasisme, qui était l'idéologie officielle, et entre guillemets, les protections des minorités alaouites et chrétiennes, lui, a disparu. Ça a disparu. Or, vous savez pourquoi? Parce qu'on a remplacé un régime baathiste, nationaliste, arabe, par un régime islamiste. Donc ça change pas grand-chose. Ce qui est terrible, c'est que, par exemple, dans une ville comme Homs, encore une fois, pourquoi je la cite? Parce qu'elle est particulière. Auparavant, pendant la guerre, il se trouve que les quartiers alaouites, par exemple, quand j'ai vécu un an dans cette guerre, les quartiers alaouites, ils étaient presque en sécurité, parce qu'ils étaient protégés par ce régime. Et les gens faisaient leurs courses, ils sortaient... C'était la minorité d'origine de Bachar al-Assad. Tout à fait, parce que Bachar al-Assad est alaouite. Et en même temps que les quartiers sunnites, que je suis descendant de ces quartiers, de cette communauté, pourtant je ne crois pas en sunnite ou religion, je suis athée, mais ma famille est sunnite. Et donc les quartiers sunnites étaient bombardés par les milices iraniennes et par les milices de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est juste un changement de rôle. Il y a des bombardements encore aujourd'hui? Non, pas à ce point. Je ne dis pas qu'ils sont bombardés. Je veux dire la violation, c'est-à-dire la peur. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir de chez soi, on ne se sent pas en sécurité. L'enlèvement des femmes, surtout sur la côte ou à Homs, c'est terrible. Les enlèvements continuent aujourd'hui? Oui, malheureusement. Comment, que jugez-vous et que pensez-vous de l'accueil que Donald Trump a réservé à Ahmed al-Shara? L'ancien président américain, Reagan, a accueilli un groupe de talibans afghans. Si je ne me trompe pas, c'était fin des années 80. Et il a dit à la Maison-Blanche que ce sont les défendeurs de la liberté en Asie. C'était des talibans. C'était les freedom fighters. Voilà. Donc ça répond à la question. On répète toujours la même erreur, on fait toujours la même connerie. Les Américains n'ont jamais compris. Et en plus, on parle de Donald Trump, on parle d'un dealer, on parle d'un commerçant, qu'il s'en fiche complètement. Et pour lui, c'est tu me donnes, je te donne, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pas de la politique. Il s'en fiche complètement de la liberté des Syriens. Quand vous dites que Donald Trump est un dealer, c'est plutôt quelqu'un qui fait des deals. C'est pas un trafiquant de drogue. Un commerçant, alors, pour être sympa. Un commerçant, donc lui, il s'en fiche de la... C'est ça ce qui est terrible. C'est-à-dire, on préfère d'avoir un régime qui applique nos propres intérêts en Occident à la place d'un régime qui travaille pour la démocratie de sa population. Et ça, c'est contradictoire avec les discours officiels américains. Il est question que les Américains installent une base à Damas. Y seriez-vous favorable? Non. Je suis favorable à aucune participation étrangère, de militaire ou non militaire, dans l'indépendance, et ça, ce n'est pas la solution, dans l'indépendance de la population syrienne. Si je vous suis, la violence et le djihadisme n'ont pas disparu de la Syrie? Non, pas du tout. Pas du tout. Quel est le rapport du pouvoir par rapport aux différents groupes djihadistes? C'est ça, en fait, ce qui est très difficile, très compliqué aujourd'hui. Regardez, on a 13 000 djihadistes en Syrie étrangers, de tous les continents. 5 000 djihadistes étrangers, ils sont encore actifs sur le territoire.
On a encore le reste de Daesh, on a Al-Qaïda, on a les extrémistes, les plus extrémistes, etc. Et ils ne sont pas encore... Il y a des indépendants, c'est-à-dire il y a des unités qui travaillent tout seuls, loin de l'armée officielle. D'autres disent ils ont rejoint l'armée officielle, mais ce n'est pas en fait vrai. C'est-à-dire, regardez par exemple les djihadistes français, Omar Homsen, c'est le djihadiste le plus connu qui était chez Daesh. Il ne travaille pas avec le gouvernement. Omar Homsen, il a aujourd'hui un camp indépendant à côté d'un village qui s'appelle Harem à Idlib, où il existe 150 familles françaises avec lui. Lui, il applique la charia à sa manière, il se fiche complètement de pouvoir. Et c'est idem pour la plupart des djihadistes étrangers, actifs. Oui. Faut-il que les entreprises occidentales, en particulier françaises, reviennent à Damas, selon vous ? Écoutez, là, je n'étais jamais senti, en tant que Français, aussi français qu'à cet instant où j'étais en Syrie. J'appartiens à ce pays, à la liberté, à la France universaliste. Et je pense que la France universaliste, effectivement, je ne parle pas des entreprises, je parle des... Les entreprises, c'est intéressant, bien sûr, pour la reconstruction de la Syrie. Moi, je préfère la présence de la France, la présence de l'Europe. Certaines entreprises le payent cher, parce que quand on voit les pressions qu'il y a eu sur c'est tout le débat qu'il y a actuellement sur le procès Lafarge, mais en tous les cas... Oui, c'est autre chose, vous avez raison. Les dirigeants de Lafarge disent aujourd'hui, en tous les cas, accusent à mots couverts les services français et la diplomatie française d'avoir fait pression pour qu'ils restent là où ils étaient. Et aujourd'hui, ils sont poursuivis pour ça. Alors quand on voit que le nouveau pouvoir est dirigé par quand même des gens qui ont frayé avec le djihadisme, je ne sais pas si ça incite beaucoup les entreprises françaises à revenir. C'est le dilemme, vous voyez, Vincent. C'est-à-dire, d'un côté, il ne faut pas laisser le tyran. Comme on a fait l'erreur en 2013, vous voyez, François Hollande et Obama, ils étaient à deux pas de point de tuer Bachar al-Assad. Ils sont débarrassés de ce régime et comme ça, on allait gagner beaucoup de choses à l'époque. Or, ils ont annulé l'opération parce que la veille, c'était fin août 2013, ils ont annulé l'opération parce qu'ils avaient peur qu'un chaos existe en Syrie, etc., où les djihadistes arrivent au pouvoir. Aujourd'hui, on répète quasiment la même erreur en s'éloignant de la Syrie. Parce que juste après l'annulation de cette opération en 2013, les Russes sont intervenus pour sauver Bachar al-Assad. Aujourd'hui, qui dirige vraiment la Syrie ? C'est les Turcs et les pays de Golfe, surtout le Qatar. Alors, l'existence de la France, la présence de la France, malheureusement, est tellement mineure et tellement faible. Moi, j'aimerais bien que la France universaliste soit là, c'est-à-dire créer des projets culturels. Il y a une marge de liberté. Vous savez pourquoi dans les grandes villes ? Parce que ce régime ne souhaite pas non plus donner une image mauvaise, disons, une mauvaise image de lui à l'Occident. C'est-à-dire, il laisse les étrangers travailler, revenir un petit peu. Donc, je pense qu'on peut en profiter, surtout à Damas et à Alep. Un retour de Manaf Tlas, aujourd'hui en exil à Paris, vous paraît-il souhaitable ? Oui. Pourquoi ? Parce que lui, il a l'expérience. Et lui, il peut vraiment unir le peuple syrien. Premièrement, il est sunnite. Il a un discours neutre, juste, pour la présence. Et il est un militaire. Et il peut vraiment unir. Parce que vous savez quoi ? Au niveau militaire, la plupart des officiers qui ont quitté ce régime de Bachar al-Assad, qui ont tout perdu, qui sont aujourd'hui en exil, en Turquie ou en Europe, ils ne sont pas intégrés dans la nouvelle armée. C'est-à-dire, Ahmed el-Shara, il a fait une armée en regroupant ses propres milices. Manaf Tlas, il a ses contacts, il connaît tous les officiers. Donc il pourrait récupérer les officiers qui avaient fait même avec les Kurdes au moment. Les Kurdes n'ont pas de problème avec Manaf Tlas. Oui, les Druzes n'ont pas de problème avec Manaf Tlas. Les Alaouites non plus. Et lui, il est sunnite. Donc, super. Vous souhaitez un procès pour Bachar al-Assad ? Absolument. Devant quelle cour ? Dans la cour internationale. Et est-ce que vous souhaitez son extradition en Syrie ? Oui. Pensez que ce sera le cas ? Non. Parce que vous voyez, ce nouveau régime, déjà, Ahmed, le nouveau président, là, il a visité Poutine, la Russie, il y a juste... c'était fin octobre, juste après sa visite... c'était juste avant sa visite aux États-Unis. Et il a dit une phrase très dangereuse. Il souhaite que Poutine refait l'armée syrienne. C'est-à-dire, c'est la même armée russe qui a massacré les Syriens pendant des années, depuis 2015,
selon Ahmed El-Shara, il faut reformer ou refaire l'armée syrienne. Donc je ne crois pas malheureusement que Bachar al-Assad sera renvoyé. Voilà. Je vous repose la question différemment. D'après ce que vous me dites, quand même, il pourrait y avoir un accord entre Moscou et Damas pour maintenir peut-être des troupes russes, pour avoir une coopération militaire avec la Russie. Dans ce cas-là, est-ce que le prix de cette nouvelle coopération ne serait pas l'extradition de Bachar al-Assad ? Je ne le crois pas pour deux raisons. La première raison, c'est que les anciens commerçants qui ont financé cette guerre et sont aujourd'hui au cœur de Damas, comme Mohamed Amchou, qui est un milliardaire syrien, il deal avec ce nouveau pouvoir. Donc si on parle d'un petit milliardaire comme Mohamed Amchou, et que le pouvoir n'arrive pas à l'arrêter, n'arrive pas à le juger, n'arrive pas à le condamner. Qu'est-ce qu'on va dire sur Bachar al-Assad ? Bachar al-Assad, il a tous les dossiers noirs sur la Syrie, il connaît tout sur la Russie. C'est pas facile de le renvoyer, malheureusement, ou le donner à la Russie, selon un accord entre les Syriens et les Russes. Et deuxième raison, c'est que les Russes, regardez tous les dictateurs qui ont été réfugiés en Russie, de la Géorgie, de Tchétchène et d'autres pays, n'ont jamais été renvoyés dans leur propre pays. C'est-à-dire les Russes, ils préfèrent garder les dictateurs pour soi, pour eux-mêmes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Omar Youssef Souleymane. Je fais une petite incartade puisqu'on parlait de votre livre qui est consacré justement au lien entre les milieux islamistes et la mouvance d'ultra-gauche radicale. Vous avez été mis en cause dans un tweet de Thomas Porte suite à l'audition de Jean-Luc Mélenchon devant l'Assemblée nationale. Audition que vous avez commentée. Peut-être une réaction. Il vous traite de facho, enfin en tous les cas, il vous accuse de pleurer à grosses larmes, je cite, ce sont ces termes sur TV Facho, il parlait de CNews. Écoutez, c'est très triste qu'un député français, censé de représenter les Français, à l'Assemblée nationale, attaque un journaliste avec cette vulgarité, avec cet harcèlement. Moi, je traite ceci comme un harcèlement, comme une injure publique, quand même, qu'il me traite comme un pantin de service, pour ne pas dire l'arabe de service. D'ailleurs, l'arabe de service, je le reçois tous les jours. C'est pas ce qu'il dit. Je dis pour ne pas dire. Parce que pourquoi il dit pantin de service ? Qu'est-ce que c'est pantin de service ? Pourquoi moi ? Vous voyez ? Pourquoi il me renvoie toujours à mon origine ? Ces types d'e-gauche qui défendent l'égalité, qui m'attaque parce que je suis d'origine arabe. Non, je suis français, je suis citoyen français. Je tiens à préciser que je continue ce travail, peu importe ce qu'il m'arrivera. J'ai écrit ce livre, Les complices du mal, ce que j'ai renvoyé, c'est-à-dire ce que j'ai répondu à Thomas Porte ou d'autres députés français qui ont déjà essayé de censurer ce livre 2 semaines avant sa publication, en envoyant une lettre de mise en demeure à mon éditeur. Et ils ont pari aussi. Moi, je parie toujours sur notre justice, sur la République française. Dans ce livre, j'ai beaucoup de preuves, et contre Thomas Porte, et contre d'autres députés et élus de la France insoumise, comme quoi ils collaborent, ou ils ont des liens avec des islamistes, même ceux qui font des abolitions du terrorisme. Donc, parlons de fond, une fois pour toutes, et arrêtons cette vulgarité. Merci. Les complices du mal, c'est votre livre d'ailleurs, c'est chez Plomb. Merci beaucoup Omar Youssef Souleymane, et merci beaucoup de nous avoir justement éclairé, d'avoir donné votre témoignage sur la situation actuelle en Syrie, 1 an après la chute de Bachar el-Assad.